Je vais présenter Damien brièvement. Damien Desbruyères, donc lauréat de cette édition du Grand Prix Christian Le Provost de l'Académie des Sciences. C'est un océanographe physicien. Je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde, ainsi que le fait qu'il soit chercheur à l'Ifremer au sein du laboratoire d'océanographie physique et spatiale, un labo qui associe CNRS, IRD, l'Institut universitaire européen de la mer de l'Université de Bretagne occidentale et bien sûr l'Ifremer. Damien Desbruyères intègre l'Ifremer en 2017 après un doctorat dans ce même établissement, soutenu en 2009, puis effectue un séjour postdoctoral à Southampton au Royaume-Uni. En France, à son retour, quand il intègre l'Ifremer, il est rapidement repéré pour ses qualités scientifiques et donc récompensé cette année, enfin l'an dernier en fait, par le prix Christian Le Provost de l'Académie des Sciences, que nous remettons aujourd'hui. Mais il est aussi plus récemment récompensé par une médaille de bronze du Centre national de la recherche scientifique qu'il a obtenue au début d'année. Donc il faudra aussi le féliciter pour ça, même si ce n'est pas la cérémonie aujourd'hui. En tout cas, il est clair que nous avons avec nous aujourd'hui un jeune chercheur extrêmement talentueux qui est reconnu par ses pairs en France, mais qui devient aussi une référence internationale pour ses travaux. Alors, je vais très brièvement insister sur l'importance des travaux de Damien, sur ce que j'appellerais la face cachée de l'océan, en quelque sorte. Donc, ce domaine qui est très difficile d'accès. On vient d'en avoir des exemples à l'instant par la conférence précédente. Plus de 2000 mètres de profondeur, et Damien Desbruyères fait partie des pionniers de l'étude de cet océan profond. Étude qu'il réalise à partir de mesures in situ, il va nous en parler, et d'analyses de données innovantes qui ont permis de quantifier pour la première fois à l'échelle globale le rôle de réservoir de chaleur que constitue cet océan profond. Il étudie aussi l'évolution de ce qu'on appelle la circulation thermohaline, donc qui est engendrée par les différences de densité des eaux qui elles-mêmes dépendent en partie de leur température. Donc la relation avec la variabilité climatique devient du coup évidente. Le transport de chaleur en jeu est colossal et joue un rôle de régulateur à grande échelle. Qui a contribué d'ailleurs sur ces 6 derniers milliers d'années, depuis le néolithique, c'est pas un hasard, à une certaine stabilité de ces zones climatiques dans lesquelles l'homme a pu s'installer, se sédentariser et commencer à utiliser et puis ensuite à exploiter la mer, les littoraux et les ressources marines de manière pense-t-on, pérenne. Donc simulant d'une certaine variabilité, avec quand même une stabilité, avec quand même une petite variabilité. Bien sûr, Damien nous en parlera sur des échelles de temps plus courtes, mais c'est une stabilité apparente qui est récemment chahutée par les activités humaines, comme on le sait. Donc détricoter la part de ce qui est cette variabilité naturelle du climat et de la circulation océanique spécifiquement, profonde en particulier, et la part de ce qui relève de l'évolution récente des températures globales d'origine anthropique, c'est fondamental. Et les travaux de Damien Desbruyères s'attaquent à cette question difficile avec brio. Damien est un scientifique très actif. Il est engagé dans des programmes de recherche internationaux sous l'égide de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne, en France de l'Agence nationale pour la recherche. Il anime sa propre équipe de recherche, doctorants et post-doctorants. Les programmes de recherche qu'il anime et qu'il réalise avec son équipe et ses collaborateurs sont tous hautement collaboratifs, donc, et le positionnent au cœur d'une dynamique scientifique fondamentale pour les décennies à venir. Donc je suis très heureux d'abord d'écouter son exposé scientifique, et je serai très heureux ensuite de lui remettre le Grand Prix Christian Le Provost au nom de l'Académie des Sciences. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Je voulais commencer par déjà remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont activées corps et âme pour l'organisation de ces journées océanographiques à Saint-Brieuc. Je pense que c'est vraiment une belle occasion pour nous les scientifiques de transmettre notre travail sur l'objet océan, et puis d'informer déjà sur comment l'océan fonctionne, et puis d'essayer d'alerter sur les changements que l'océan est en train de subir dans ce contexte de pression anthropique qui est toujours plus pressante. Je voulais également remercier chaleureusement tous les membres de l'association Christian Le Provost de m'avoir remis ce prix, qui va sans doute me donner une belle visibilité à la fois au sein de la communauté scientifique à laquelle j'appartiens, mais également au sein du grand public comme aujourd'hui,
Et puis ça, je m'en réjouis énormément. Alors, comme l'a mentionné M. Calais, que je remercie pour l'introduction, je suis actuellement en poste de chercheur à l'IFREMER à Brest au sein du laboratoire d'océanographie physique et spatiale. J'ai listé ici les quelques étapes qui m'ont permis d'arriver à cette position, que je ne vais pas détailler ici, mais on pourra revenir plus tard si vous avez des questions. Et puis, si je vous montre les 3 grands thèmes que l'on va aborder pendant la présentation, on va commencer par parler de réchauffement global et on verra le rôle primordial qu'a joué l'océan et qu'il est en train de jouer pour finalement modérer l'effet du changement climatique. On verra ensuite l'importance reliée à ça de devoir observer de façon in situ et de façon robuste l'océan pour comprendre comment il évolue et pour informer sur sa variabilité. Et puis ensuite, on fera un petit peu plus de physique, on s'intéressera au rôle de la dynamique de l'océan pour générer une autre sorte de variabilité qu'on va appeler naturelle ici. Et on s'intéressera notamment à l'Atlantique Nord, qui est un bassin assez clé pour la redistribution de chaleur à l'échelle régionale. On parlera d'une quantité qui s'appelle l'AMOC et on verra pourquoi son rôle est primordial aujourd'hui dans cette variabilité. Alors le constat de départ, il est assez simple, il se base sur, comme ça a déjà été mentionné, sur l'évolution de la composition chimique de l'atmosphère ces derniers temps. Alors ces figures, elles vous montrent la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sur 2 échelles de temps assez distinctes. La première sur une échelle de temps contemporaine à gauche, donc avec cette augmentation dramatique de la teneur en CO2 dans l'atmosphère depuis le milieu du XXe siècle. Et puis la figure de droite, elle replace cette évolution récente sur une échelle de temps beaucoup plus longue, grâce aux carottes glaciaires, grâce aux petites bulles d'air capturées par la glace, on peut reconstruire la teneur en CO2 sur des échelles de temps multimillénaires. Et ça nous permet de voir finalement que les concentrations atteintes aujourd'hui, c'est du jamais vu, c'est sans précédent, et ça a augmenté à une vitesse très surprenante. Alors pour comprendre l'effet sur le bilan radiatif de la Terre, il faut bien sûr comprendre ce que c'est que l'effet de serre. Donc ça a déjà été mentionné, c'est un mécanisme naturel qui est assez bien connu par le grand public et qui permet finalement d'augmenter les températures à la surface de la Terre via ces gaz à effet de serre qui viennent capturer une fraction de l'énergie réémise par la Terre. Et on comprend bien qu'augmenter la concentration de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va augmenter les températures à la surface de la planète. Alors cette influence finalement du CO2 sur les températures à l'échelle globale, elle est connue de longue date, elle ne date pas d'hier, elle a été proposée pour la première fois par ce scientifique suédois qu'on appelait Svante Arrhenius, qui avait déjà prédit finalement l'importance de surveiller la concentration en CO2 pour pouvoir comprendre tout changement climatique. Cette influence, elle est depuis martelée, vérifiée et observée sans cesse par les experts du GIEC qui nous rappellent dans chacun de leurs rapports que l'homme il a indéniablement réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres et qu'il y a des changements assez rapides et étendus qui sont en train de se produire dans chacun de ces compartiments du système climatique. Et tous ces travaux, comme vous le savez, ont été récompensés par un prix Nobel de la paix en 2007 pour ce consortium international. Alors les scientifiques aujourd'hui, ils sont capables d'estimer ce qu'on appelle l'inventaire de chaleur de la Terre, c'est-à-dire d'estimer la quantité de chaleur d'origine anthropique qui est stockée dans chacun des compartiments du système climatique. Donc par compartiment, j'entends l'océan, l'atmosphère, les terres et les glaces. C'est ce qu'on a fait ici dans une étude au sein d'un consortium international qui était dirigé par une chercheuse de Toulouse qui s'appelle Carina von Schöpmann et dans laquelle on a justement quantifié cette évolution de chaleur dans chacun de ces compartiments. Donc ces 2 figures, elles vous montrent à gauche l'accumulation d'énergie anthropique dans les océans, dans la terre et dans les glaces en fonction du temps. Donc on ne voit pas bien l'échelle de temps, mais c'est en gros depuis le milieu des années 60 jusqu'au présent. Et la figure de droite, elle vous montre la proportion de chaleur anthropique stockée dans ces compartiments. Et sans doute, le résultat le plus marquant sur ces figures, c'est le rôle primordial qu'a joué l'océan pour emmagasiner la très grande majorité de cette chaleur produite par l'homme. On estime aujourd'hui que 90% de cette chaleur, que cet excès de chaleur anthropique est stocké dans l'océan. Et ça justifie pleinement l'importance de devoir observer l'océan, de devoir essayer de le comprendre et de devoir alerter sur son évolution. Alors, les impacts concrets sur l'océan, finalement, ils sont relayés, comme vous le savez, de plus en plus dans les médias. Ils peuvent relater à la fois de records de température marine, comme ce qu'on a pu vivre en 2023, avec une année qui a été assez exceptionnelle en termes de vagues de chaleur marine et de records de température atteints dans de nombreuses mers du globe. Ces impacts ils se traduisent également par
par exemple par des migrations assez surprenantes d'espèces aquatiques en réponse à l'évolution des bassins, de la température dans des bassins dans lesquels ces espèces vivent. Il relate également, comme vous le savez, un impact assez visuel finalement du réchauffement de l'océan, c'est la disparition toujours plus alarmante de la banquise arctique. Et puis ils peuvent relater également de quelque chose dont on parlera un petit peu plus par la suite, de modifications dans les grands systèmes de courant en Atlantique Nord. Et ça c'est quelque chose dont je parlerai un peu plus en détail dans la dernière partie de ma présentation. Alors bien sûr, ces gros titres de journaux, ils se basent sur des analyses scientifiques quantitatives. Et ici, je vous montre 3 indicateurs climatiques qui sont souvent finalement utilisés pour décrire l'évolution du climat actuel. La température de surface, bien sûr, qui est montrée ici à gauche, et on voit qu'elle a augmenté quasi linéairement depuis le milieu du XXe siècle. On estime aujourd'hui que sur les 4 dernières décennies, l'océan de surface, et j'insiste bien ici sur l'océan de surface, s'est réchauffé de l'ordre de 0,6 degrés, avec donc, comme je l'ai mentionné, cette année 2023 qui a été exceptionnelle, avec une anomalie de température globale de l'ordre de 1,5 degré supérieure à la moyenne préindustrielle. Un autre indicateur assez marquant des changements de l'océan, c'est le niveau de la mer, hein, quelque chose qui est sans doute un des changements les plus menaçants pour nos sociétés. Cette figure du milieu vous montre l'élévation globale du niveau de la mer mesurée par satellite. On estime qu'elle atteint aujourd'hui quelque chose de l'ordre de 3,7 mm par an à l'échelle globale. Donc c'est vraiment une valeur globale. On peut imaginer qu'à l'échelle régionale et locale, elle peut être beaucoup plus importante. Et enfin, un impact du réchauffement qui est également ici très visuel et très parlant pour nos sociétés, c'est cette disparition de la banquise arctique, dont on estime une réduction de sa superficie de l'ordre de 13% par décennie au cours des 50 dernières années. Alors, un des points communs de ces trois métriques, de ces 3 indicateurs du réchauffement, c'est qu'ils décrivent tous l'état de surface de l'océan. Donc, on peut assez facilement, entre guillemets, les dériver à l'aide de données satellitaires. Donc, on a vraiment une multitude de satellites au-dessus de nos têtes qui mesurent les propriétés géophysiques de la Terre. Et donc, ces 3 variables, elles peuvent être reconstruites, elles peuvent être surveillées et quantifiées grâce à ces données satellitaires. Par contre, ces changements, ils reflètent vraiment un effet intégrateur d'une variabilité sur toute la colonne d'eau de l'océan. Et ça motive l'importance de devoir sonder son intérieur, de devoir trouver des moyens d'aller observer l'océan partout et tout le temps, et pas seulement en surface, mais jusqu'aux abysses. Et ça m'amène à la deuxième partie finalement de ma présentation, qui va se focaliser un peu plus sur l'observation de l'océan hauturier in situ, avec ce point de départ qui est souvent mentionné comme avoir été un élément bâtisseur de l'océanographie physique moderne. C'est cette expédition du HMS Challenger, qui était un navire britannique de la Royal Navy qui a parcouru toutes les mers du globe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec plus de 240 officiers à son bord, scientifiques et marins, presque 130 000 km parcourus sur toutes les mers du globe, et voilà, plusieurs centaines de stations hydrographiques qui ont été effectuées pour nous renseigner, avoir un premier aperçu finalement des courants, de la température, des conditions météorologiques et des conditions de surface. Alors bien sûr, à l'époque, toutes ces données étaient récoltées avec des instruments un peu plus limités que de ce dont on dispose aujourd'hui. Les valeurs de température, par exemple, étaient reportées dans ce type de tableau, ici à gauche, à la main, et ça servait aux scientifiques de l'époque de représenter ces premières cartes de propriété de l'océan de surface. Ici, c'est la densité que je vous montre en haut à droite, et ça laissait déjà apparaître des très grandes structures à l'échelle des bassins, avec notamment, par exemple, cet océan Atlantique qui est beaucoup plus dense, car beaucoup plus salé que ses compères indiens et pacifiques. Alors aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, bien sûr, les scientifiques ils disposent de toute une panoplie, d'une large gamme d'instruments, d'outils de mesure pour sonder l'intérieur de l'océan. Ici, je vous montre quelques photos, qui n'est pas une liste exhaustive, mais qui peut-être montrent les principaux outils qui ont été utilisés au cours des dernières décennies pour faire de l'océanographie grande échelle et décrire les propriétés physiques de cet océan. Alors bien sûr, les bateaux, qui restent un outil indispensable pour effectuer des longs voyages et puis pour effectuer de la mesure de la surface jusqu'au fond. Un des instruments phares de l'océanographie physique aujourd'hui, c'est cette rosette bâtissonde, qui est une sorte de gros châssis en métal sur lequel on dispose toutes sortes de bouteilles et de capteurs pour effectuer des mesures à l'intérieur de l'océan. Sébastien a parlé tout à l'heure du réseau EMSO. On dispose également de mouillage, courantométrie et hydrographie qu'on déploie à très grande échelle pour mesurer la variabilité climatique en un point fixe.
Donc c'est sur la carte les points verts ici qui sont dominés par ce réseau tropical dans le Pacifique qui permet de surveiller et de suivre l'évolution du phénomène tropical El Niño, dont vous avez sans doute entendu parler. Et puis on dispose d'instruments qui sont un peu différents, qui sont des instruments dits autonomes qu'on déploie assez facilement depuis des embarcations en mer. Et dont l'outil phare aujourd'hui, c'est sans doute ce flotteur Argo. Donc on voit ici sur un bateau canadien prêt à déployer un de ces flotteurs. Vous en avez également un dans le hall d'entrée et on pourra en discuter un peu plus en détail si vous avez des questions sur son fonctionnement techno. Et voilà, ces flotteurs ont été une petite révolution dans l'océanographie physique. Si vous regardez la carte, la distribution des données associées à ces flotteurs, c'est les points gris. Donc on remarque vraiment cette couverture homogène qui couvre tous les bassins du globe. Et ça m'amène vraiment à faire une parenthèse assez importante sur ce programme et pour vous montrer son importance pour les sciences de l'océan, les sciences du climat à l'heure actuelle. Alors ces flotteurs, c'est des robots autonomes, ils peuvent être déployés soit depuis des grosses embarcations, ce que vous voyez ici, c'est le pourquoi pas, un des trois navires auturides de l'Ifremer. Ils peuvent également être déployés depuis des petites embarcations à moteur ou même des voiliers. Vraiment, la facilité de déploiement de ces robots autonomes, c'est l'une des forces de ce mode d'échantillonnage. La carte, elle vous montre le réseau actuel Argo, donc en janvier 2023, avec chaque point représentant un flotteur. Ces points ils sont coloriés en fonction des contributions nationales. C'est-à-dire que Argo, c'est vraiment un programme international et collaboratif à grande échelle. Vous voyez, cette carte, elle est dominée par des points verts. Ces points verts, c'est les États-Unis qui contribuent environ à la moitié du réseau global, mais l'Europe arrive derrière avec environ une contribution d'un quart au réseau, et la France est vraiment un des leaders dans l'implémentation de ce réseau Argo. Pour essayer d'être un petit peu plus quantitatif, on estime qu'avant l'implémentation de ce réseau de flotteurs, on disposait d'environ 50 000 profils pendant la décennie 90-2000. Avec Argo, une fois que ce réseau a atteint sa couverture globale, on arrivait à avoir 1 600 000 profils pendant la décennie 2011-2020. Donc on a multiplié par 30 la quantité de données dans l'océan hauturier à l'échelle globale dont les scientifiques pouvaient avoir ont à disposition ensuite pour faire de la recherche fondamentale sur l'évolution de l'océan, mais également pour être injectés dans des modèles qui servent à faire de la prédiction et de la prévision. Alors comment ils fonctionnent ces flotteurs Argo? Ici je vous montre une figure qui décrit le cycle d'un flotteur. Donc comme je le disais, ça peut être déployé de façon assez simple depuis un gros bateau ou même depuis un petit bateau. Une fois que ces flotteurs ils sont déployés, jetés à la mer, ils vont plonger directement à 1000 mètres de profondeur. Et puis ils vont dériver librement dans les courants pendant une dizaine de jours à cette profondeur. Au bout d'une dizaine de jours, ils vont descendre jusqu'à 2000 mètres de profondeur et puis ils vont entamer une remontée vers la surface à des vitesses assez faibles, de l'ordre de 1 mètre par seconde. Et pendant cette remontée, ils vont mesurer en premier lieu la température, la salinité et la pression, qui étaient vraiment les variables, on va dire, historiques qui ont motivé l'implémentation de ce réseau à son origine. Mais aujourd'hui, on peut associer à ces flotteurs tout type de capteurs biogéochimiques, par exemple, qui permettent de mesurer le pH ou la chlorophylle ou des contenus en sels nutritifs. Une fois arrivé à la surface, ce flotteur il va passer quelques heures pour transmettre ces données par satellite, des données qu'on va recevoir directement à terre et qui vont être corrigées de façon automatique dans un premier temps, et puis ensuite vérifiées par des agents à terre pour pouvoir intégrer des grandes bases de données qui nous servent, comme je le disais, à faire de l'analyse scientifique fondamentale, mais également pour être injectés dans des modèles de toutes sortes. Alors aujourd'hui, Argo, comme je le disais, c'est sans doute le principal outil qui nous permet d'estimer l'évolution des températures océaniques globales et régionales. Donc j'ai montré cette figure tout à l'heure et je la remontre ici pour appuyer sur un point important. Donc, comme je le disais, cette figure, elle vous montre l'accumulation d'énergie anthropique qui a été stockée dans chacun des compartiments du système climatique. On voit que la zone bleue, c'est finalement la zone océanique. Donc, on voit que l'océan emmagasine la très grande majorité de cette chaleur. Et ce que cette figure vous montre également, c'est l'incertitude associée à chacune de ces estimations du contenu thermique. Cette incertitude, elle est montrée en pointillé ici. Et on voit qu'elle est réduite en fonction du temps, et notamment à partir des années 2000, on a une forte réduction de la taille de la fourchette de confiance que l'on a lorsqu'on fait une estimation du contenu de chaleur. Cette réduction d'incertitude, elle est due à l'implémentation de ce réseau homogène, dense et systématique qu'est Argo. Et donc, voilà, l'une des principales forces et conséquences d'Argo, c'est d'avoir des estimations très, très fiables à l'heure actuelle. Si on oublie un petit peu finalement ce réchauffement global
anthropique, Argo nous permet également de regarder la variabilité de l'océan sur toute une gamme d'échelles spatiales et temporelles. On peut très bien se mettre en mer de Chine ou en mer de Groenland et puis regarder la variabilité saisonnière de la température, regarder sa variabilité interannuelle, c'est-à-dire comment le contenu de chaleur de l'océan varie d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Et puis on peut regarder ces tendances à plus long terme, comme ce qui est montré sur cette carte ici, qui vous montre les tendances en température entre l'année 2007 et l'année 2020. Finalement moyenné entre la surface et 2000 mètres de profondeur. Donc bien sûr, on voit que l'océan est rouge dans son ensemble, donc il s'est réchauffé, mais on voit également que cette représentation laisse apparaître des régions bleues, donc des régions où l'océan s'est refroidi assez significativement sur cette période de temps. Et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard par la suite, en se focalisant notamment sur ce signal au refroidissement dans l'océan Atlantique Nord, que vous pouvez voir ici. Alors Argo aujourd'hui, il permet finalement de mettre en évidence une certaine limitation de l'échantillonnage dont on dispose dans l'océan profond. Donc rappelez-vous, quand j'ai montré le cycle de vie du flotteur Argo tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il s'arrêtait à 2000 mètres de profondeur. Donc c'est-à-dire que le réseau Argo actuel, il mesure grosso modo la moitié du volume océanique global. L'autre moitié étant sous 2000 mètres de profondeur. Sous 2000 mètres de profondeur, on se base actuellement principalement sur ce qu'on appelle des sections hydrographiques par bateau, donc qui sont montrées ici en haut à gauche sur cette carte, avec une trentaine de sections qui sont occupées par des navires internationaux tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour informer sur la variabilité dans les grandes profondeurs. La quantité limitée de données issues de ces sections, qui sont plus locales, plus éparses, ça veut dire qu'on est obligé de moyenner ces données sur des très grandes échelles d'espace pour avoir des tendances qui sont significatives. Donc ça, c'est ce que j'avais fait pendant mon postdoctorat en Angleterre, avec cette carte à gauche qui vous montre les tendances en température sous 2000 mètres de profondeur issues de ces sections par bateau. Et donc ce qu'on voit, c'est finalement qu'on a une valeur par grand bassin. C'est typiquement les échelles qu'on est capable de résoudre avec les observations dont on dispose dans l'océan profond. Et ça vient clairement contraster avec la carte de droite, qui est la même que tout à l'heure, qui vous montre finalement exactement la même variable, mais issue des données Argo. Donc on voit qu'on arrive à un détail beaucoup plus important dans les 2 premiers kilomètres de la colonne d'eau, avec l'apparition de moyennes échelles et de signaux dynamiques à l'échelle des bassins. Donc voilà, sous 2000 mètres de profondeur, on a les navires, qui sont des mesures plutôt ponctuelles, locales et coûteuses. Au-dessus de 2000 mètres de profondeur, on a maintenant un réseau dense, homogène et autonome qui permet de renseigner sur la variabilité océanique et climatique. Alors la réponse à ce problème, bien sûr, c'est assez naturellement d'étendre le réseau Argo vers les abysses. Donc ça, c'est un programme qu'on appelle Deep Argo, qui a émergé maintenant une petite dizaine d'années, avec un objectif de 1200 flotteurs à l'échelle globale. Donc, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Argo, c'est 4000 flotteurs environ à l'échelle globale. Donc on aimerait qu'un quart, grosso modo, de ce réseau Argo soit des flotteurs qui puissent atteindre le fond de l'océan. La carte, elle vous montre ici le réseau actuel. Donc au jour d'aujourd'hui, on est environ 200 flotteurs Deep Argo qui sont actifs. Donc on est encore un peu loin de l'objectif final, mais c'est un réseau qui se construit et qui évolue lentement mais sûrement. On a résumé d'ailleurs toutes les avancées technologiques et scientifiques qui ont pu être atteintes avec ces premiers flotteurs dans ce papier de revue là, dont je vous montre le titre. Et la photo représente l'un des 4 modèles de flotteurs Deep Argo qui est développé par l'Ifremer, donc un flotteur qui est capable d'atteindre 4000 mètres de profondeur. Alors j'aimerais maintenant revenir sur un résultat que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est peut-être assez surprenant, qui finalement a reçu beaucoup d'attention dans la communauté scientifique qui s'intéresse à l'océan Atlantique. C'est cette tendance au refroidissement que l'on a observé depuis le milieu des années 2000 jusqu'il y a quelques années. Effectivement, si vous moyennez toutes les données Argo de température dans cette boîte rouge, ici, vous obtenez ce genre de série temporelle qui vous montre une sorte de variabilité interannuelle forte et décennale, avec un océan Atlantique Nord qui s'est plutôt réchauffé entre 2002 et 2007, et puis ensuite qui a subi un fort refroidissement de l'ordre de 1 degré, donc ce qui est une valeur vraiment astronomique quand on regarde de telles échelles d'espace. Et puis plus récemment, un bassin qui est plutôt tendance à se réchauffer. Donc ça laisse apparaître une variabilité naturelle dans l'océan, sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que ce qu'on peut regarder quand on fait du réchauffement global, mais qui laisse suggérer la présence d'une dynamique océanique qui va pouvoir générer de telles anomalies de température sur ces échelles. Alors cette dynamique océanique, on peut la visualiser finalement assez facilement par les flotteurs Argo eux-mêmes. Ce n'était pas forcément leur première utilité, mais comme je le disais, ces flotteurs, une fois qu'ils atteignent 1000 mètres de profondeur, ils dérivent librement dans les courants.
pendant une dizaine de jours. Donc cette carte, elle vous montre la trajectoire prise par ces flotteurs après leur déploiement, avec le temps qui défile ici en haut à droite. Donc on voit déjà la rapidité à laquelle ces petits robots ont pu peupler l'océan global. On estime qu'on a une couverture quasi globale à partir de 2006-2007. Mais on voit également que ces flotteurs ne vont pas à la même vitesse partout. Par exemple, si on regarde l'Atlantique sud-équatorial ou le Pacifique Sud, des flotteurs qui avancent assez lentement, qui sont la preuve d'une dynamique assez faible énergétiquement parlant. Et il y a d'autres régions où ces flotteurs ils voyagent très très vite. Si vous regardez par exemple l'océan austral avec la présence de ce grand courant circumpolaire antarctique qui voyage d'ouest en est, et également dans l'Atlantique Nord, donc qui est le bassin sur lequel on va s'intéresser aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a déjà une densité importante de flotteurs autour du Groenland et autour de la côte est des États-Unis, qui démontre vraiment l'importance de ce bassin quand on veut faire de la science du climat. Et puis on voit que ces flotteurs ils voyagent très rapidement. Donc c'est la preuve d'une dynamique énergétique qui va pouvoir jouer un rôle assez important dans la redistribution de chaleur à l'échelle régionale et sur des échelles de temps relativement courtes. Cette dynamique dans l'Atlantique Nord, elle est schématisée ici. J'ai tiré ces figures d'un article du Monde qui est paru récemment, que je recommande parce qu'il est assez bien fait. Cette circulation dans l'Atlantique Nord, qu'on appelle AMOC, pour Atlantic Meridional Overturning Circulation, finalement c'est une composante d'une grande circulation globale qui va connecter tous les bassins de la Terre et qui va connecter les couches de surface avec les couches abyssales. Elle est souvent schématisée, peut-être de façon un peu trompeuse, cette circulation par ce type de tapis roulant à droite, avec ce transport d'eau chaude depuis les régions équatoriales vers les hautes latitudes, des eaux chaudes qui sont ensuite refroidies au contact de l'atmosphère qui est très froid, et donc qui va densifier ces eaux de surface et qui va leur permettre de plonger vers les abysses et de revenir à des grandes profondeurs vers l'équateur. Alors un transport d'eau chaude vers le nord et un transport d'eau froide vers le sud, ça génère un transport de chaleur vers le nord. Et c'est vraiment une des quantités clés associées à cet AMOC et qui justifie son étude et sa surveillance. On estime que l'AMOC, elle transporte environ 1 million de milliards de watts, donc qui est l'équivalent de la puissance de 600 000 réacteurs nucléaires de génération moderne. Et donc, ça laisse imaginer que toute petite fluctuation, finalement, dans l'intensité de cette circulation, ça va pouvoir générer des anomalies de chaleur à grande échelle assez importantes. Alors, c'est important de rappeler ici que l'AMOC, ce n'est pas un seul courant. L'AMOC, c'est une construction mathématique, c'est une moyenne spatiale finalement qui vient simplifier un système de circulation tridimensionnelle qui est très complexe. Donc on entend souvent parler du Gulf Stream, donc qui est ce courant chaud qui passe le détroit de Floride et qui longe la côte est des États-Unis. Ce Gulf Stream, c'est une composante de l'AMOC. C'est des quantités différentes et il y a souvent un amalgame qui est fait sur ces deux choses-là. Et je pense que c'est important de le rappeler. On entend souvent la question, est-ce que le Gulf Stream va disparaître? Est-ce que le Gulf Stream va ralentir? Il faudrait peut-être plutôt poser la question, est-ce que l'AMOC va ralentir et quelle va être son évolution? Alors le Gulf Stream, comme je le disais, c'est un courant qui vient être intégré dans cette construction mathématique qu'est l'AMOC. Il a été cartographié pour la première fois par Benjamin Franklin ici au milieu du XXe siècle, qui se demandait pourquoi les navires marchands mettaient beaucoup plus de temps à aller d'Europe aux États-Unis que d'aller des États-Unis à l'Europe. Et ça, il a découvert que c'était dû à la présence de ce grand courant chaud qui accélérait finalement les navires à des vitesses assez importantes. Aujourd'hui, les sections par bateau dont je mentionnais tout à l'heure nous permettent finalement de cartographier, de visualiser ces grandes masses d'eau qui sont transportées par cette circulation méridienne qui est l'AMOC. Ici, c'est une section de température, donc entre l'Islande et l'Antarctique, qui vous montre la présence effectivement de ce qu'on appelle la stratification dans l'océan, donc des couches plutôt chaudes en surface, des eaux plus froides dans les couches intermédiaires et puis des eaux très très froides dans les abysses. Et cette figure, elle laisse déjà imaginer la propagation méridienne de ces grandes masses d'eau dans cette circulation AMOC. Alors au laboratoire à l'Ifremer, on est assez attaché à étudier cette circulation. Il y a un programme assez phare qui s'appelle le programme OVID pour Observatoire de la variabilité interannuelle et décennale de l'Atlantique Nord, et qui se base notamment sur la réalisation de 9 campagnes. Enfin, c'est un programme qui a débuté en 2002. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est un programme qui a été initié par Hervé Mercier du laboratoire, qui est assis derrière moi. Et je tenais notamment à le remercier parce qu'il était mon directeur de thèse. Et puis, voilà, c'était un contributeur majeur pour ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc, merci Hervé.
Ce programme il s'est basé notamment sur la réalisation de 9 campagnes océanographiques depuis 2002, donc le long d'une ligne qui rejoint le Portugal et le Groenland. Et pendant ces campagnes, on mesure les propriétés des masses d'eau, la température, la salinité, l'oxygène, mais toutes sortes également de propriétés biochimiques. Et puis surtout, on mesure les courants. Donc ici en bas à gauche, je vous montre une section, une coupe dans l'océan de courants. Donc les zones bleues sont des courants qui vont vers le sud. Donc on va du Groenland à gauche vers le Portugal à droite. Et les zones rouges sont des zones où les courants vont vers le nord. Et finalement, la MOC, c'est une moyenne spatiale de ces estimations de courant. Et en répétant ces mesures de la MOC d'une année sur l'autre et en complétant ces snapshots de son intensité par des études de modélisation numérique, on peut essayer de comprendre, déjà de surveiller son intensité et puis d'essayer de comprendre les mécanismes qui vont faire que cette AMOC va varier sur des échelles de temps intrasaisonnières à multidécennales. Alors, en plus d'être assez largement impliqué dans la redistribution de chaleur dans l'océan, qui est vraiment une des motivations importante pour étudier la variabilité de la MOC et essayer de comprendre comment elle fonctionne. Cette AMOC, il y a une autre motivation qui est souvent mise en avant par les scientifiques pour justifier son étude, c'est que cette circulation elle est potentiellement menacée par le contexte anthropique dans lequel on se trouve. Vous avez peut-être vu récemment ces grands titres de journaux qui parlaient d'une approche d'un point de bascule critique en Atlantique Nord, d'une disparition possible ou d'un arrêt brutal des grands courants marins. Voilà, est-ce que l'Atlantique pourrait perdre ses super courants ? Donc ça, c'est issu de... c'est des gros titres qui sont basés sur des articles récents dans la communauté scientifique qui ont fait un petit peu de bruit, parce qu'ils ne sont pas forcément basés sur un consensus des scientifiques, mais qui ont eu le mérite d'alerter sur la vulnérabilité de cette cellule de circulation en réponse au réchauffement global. Alors pourquoi est-ce que cette AMOC, elle est potentiellement aujourd'hui menacée par ce réchauffement ? Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais un des mécanismes qui met en route ces masses d'eau, c'est les différences de densité de l'eau de mer. Plus l'eau est dense, plus elle va avoir tendance à plonger et à retourner vers l'équateur. Donc, on peut donc imaginer que tout mécanisme qui va modifier la densité de surface au haut de latitude, et notamment autour du Groenland, ça va pouvoir avoir un impact sur l'intensité de cette circulation méridienne. Ces mécanismes, ça peut être la fonte des glaces, ça peut être le réchauffement de surface, des processus qui vont inhiber les processus de convection profonde et cette plongée des eaux, et donc potentiellement induire un ralentissement de cette circulation méridienne. C'est en fait ce que nous prédisent tous les modèles de climat, ou la majorité des modèles de climat qui sont utilisés dans les rapports du GIEC. Cette figure à droite, elle vous montre le changement d'intensité de la MOC en pourcentage en fonction du réchauffement de surface. Donc si vous regardez la ligne verte, par exemple, on voit que pour un réchauffement global de l'ordre de 1,5 degré, les modèles de climat nous prédisent un ralentissement de cette circulation de l'ordre de 20%. Alors bien sûr, il y a encore une incertitude assez importante quand on regarde les échelles de temps plus longues, mais il y a une sorte disons, en moyenne, ces modèles suggèrent un ralentissement en réponse au réchauffement global. Alors qu'est-ce que nous disent aujourd'hui finalement les observations modernes de la MOC ? Alors j'ai mentionné Argo tout à l'heure comme étant une petite révolution dans l'étude de l'intérieur de l'océan et dans la surveillance de la température et de la salinité sur des très grandes échelles. Pour l'étude de la MOC, on peut citer ce programme RAPID qui lui aussi a été une petite révolution dans l'étude de la variabilité de la MOC, parce qu'il a permis d'obtenir une première série temporelle continue de cette intensité depuis l'année 2004. Donc jusqu'à présent, avant l'avènement de ce programme, finalement, la MOC elle était principalement estimée via des snapshots issus des sections par bateau, mais les scientifiques, donc c'était un programme anglo-saxon, ont décidé finalement de mettre en place des lignes de mouillage à 26 degrés nord, ici au cœur du gire subtropical de l'Atlantique Nord, pour suivre l'évolution de cette circulation, et notamment pour pouvoir étudier son transport de chaleur, et comment la variabilité de ce transport de chaleur pourrait générer des anomalies de température à la très grande échelle. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette série temporelle, donc qui représente encore une fois l'intensité de cette circulation en fonction du temps? On voit qu'elle est surtout dominée par de la variabilité haute fréquence, donc une circulation qui va varier très, très fortement sur des petites échelles de temps, donc d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. On n'est pas encore aujourd'hui capable de déceler des tendances significatives sur le long terme, donc la série elle a aujourd'hui 20 ans. Elle ne permet pas d'identifier un potentiel impact anthropique sur l'intensité de cette circulation. C'est une circulation qui est via le système d'observation dont on dispose, qui est encore dominé par de la variabilité dite naturelle, qui vient finalement masquer toute tendance long terme, même si on ne peut pas encore exclure aujourd'hui qu'il y a un affaiblissement qui est en train de se produire.
Ça m'amène à dire quelques phrases de conclusion. On a parlé de réchauffement global, donc j'espère vous avoir montré pourquoi l'océan était primordial pour modérer l'évolution des températures à l'échelle du globe. Donc les 90% de chaleur excédentaire due aux activités humaines, c'est un moyen de limiter l'évolution des températures de l'atmosphère et des terres. Donc il joue vraiment ce rôle de tampon climatique, et ça justifie une observation in situ de l'océan qui doit être la plus aboutie possible. Et le programme Argo était dans ce sens vraiment une révolution parce qu'il a permis d'atteindre cette couverture homogène, dense et une mesure systématique de l'océan partout et tout le temps. Ce programme Argo, il a également permis d'étudier finalement les causes de la variabilité de température à l'échelle régionale. Et on s'est intéressé à l'Atlantique Nord, qui est un bassin qui est marqué par cette succession de phases de réchauffement et de refroidissement sur des échelles de temps de l'ordre de l'année, de la décennie. Ces variations, on a montré qu'elles étaient principalement induites par des changements dans l'intensité de cette vent de circulation qu'on appelle l'AMOC, donc qui vient redistribuer la chaleur entre les bassins dans l'Atlantique. Et donc il y a des efforts assez importants qui sont mis en place à la fois à l'échelle nationale et internationale pour mesurer et pour essayer de comprendre l'intensité de cette circulation, qui plus est due au fait qu'elle est potentiellement menacée par le forçage anthropique qu'on subit actuellement. Voilà, je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, je essaierai d'y répondre. Merci beaucoup Damien pour cette présentation extrêmement pédagogique, très claire.